Alors voilà, est-ce que vous m'entendez? On va gentiment reprendre cette deuxième partie. Donc, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour la suite de cette journée de la recherche. Je m'appelle Elina Murtazina, consultante recherche au décanat, et je fais partie du groupe de personnes qui ont organisé cette journée de la recherche. Et depuis plusieurs éditions, le fil rouge des journées de la recherche, ça a toujours été, alors bon, d'une part, de montrer la richesse des projets qui sont menés au sein de la faculté, de questionner ensemble et de partager sur certains défis et opportunités qui accompagnent les pratiques et les vécus des chercheurs et des chercheuses. Mais d'autre part, c'est aussi, il y a le souhait de croiser les regards sur ces questionnements avec d'autres acteurs et actrices de la société, par exemple avec les artistes, les politiciens, les sportifs, et aujourd'hui avec le monde des médias, les journalistes. Journalistes, notamment scientifiques, qui depuis leur propre ancrage œuvrent pour faire du savoir un bien commun. Alors si généralement la posture des journalistes est celle de poser des questions, notamment aux scientifiques, ou de modérer des débats, alors aujourd'hui on va un petit peu renverser les rôles. Donc nous avons pour cela le plaisir d'accueillir 4 intervenants et intervenantes du monde des médias qui viendront à tour de rôle parler de leur travail, suivi par une table ronde qui sera animée par Éléonore Lépinard, qui est professeure ordinaire en études genre à l'Institut des sciences sociales et politiques et vice-doyenne égalité et relève de la faculté, et Grégoire Zimmermann, qui est professeur ordinaire en psychologie de l'adolescence et responsable du Centre de recherche sur la famille et le développement à l'Institut de psychologie, et également membre de la commission de la recherche des SSP. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Éléonore et à Grégoire, et je vous souhaite une très bonne écoute. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va tenter de faire cet exercice difficile de renversement. Donc, je vais vous présenter les 2 premiers intervenants qui sont à ma gauche. D'abord, Cyril Desprats, dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Vous n'étiez pas là, mais Thomas David a largement publicité votre dernier podcast. Donc, Cyril Desprats est journaliste indépendant, passionné d'histoire, comme vous l'avez compris. Il est actif depuis plus de 30 ans dans ce domaine. Il explore le documentaire sous différentes formes. On a entendu parler de ses podcasts tout à l'heure. Et il porte un intérêt très particulier pour les questions identitaires, les questions de récit de vie, les questions de migration et l'analyse des mécanismes de marginalisation et de discrimination. Et parmi ces dernières productions qui ont retenu l'attention et qui ont été produites par la RTS, je vous recommande 2 podcasts. L'un d'eux consacré à la chasse aux sorcières, en Suisse, intitulé « Au terrible temps des sorcières » en 2023. Et plus récemment, on en a entendu parler à l'instant, un podcast sur l'implication suisse dans l'esclavage, qui est une face cachée de l'histoire helvétique, pour lequel il a collaboré avec Thomas David et d'autres chercheuses et chercheuses. Ensuite, Jonas Schneider, journaliste, animateur radio, producteur, animateur télé. Alors moi je le connais bien parce que je l'écoute tous les dimanches dans les beaux parleurs. J'écoute aussi Cœur à Cœur religieusement chaque fin d'année. Donc peut-être vous le connaissez, vous ne le connaissez pas. Il est très actif à la RTS, il est actif à la télévision avec une émission qui s'intitule Tu bluffes. C'est un journaliste qui est soucieux des enjeux sociaux, des enjeux de durabilité. Et il dirige actuellement une boîte de production qui s'appelle NouProd, qui a pour vocation de produire des contenus, vidéos, films, podcasts, etc., qui ont un impact sur la société. Pas seulement informer, mais contribuer au changement. Et je citerai à titre d'exemple un projet que j'ai été amené à explorer, un projet qui s'appelle Conséquences, CO2, Conséquences, où vous trouvez le site .ch, qui consiste, et ça m'a paru extrêmement intéressant en tant que spécialiste de la jeunesse, de collaborer avec des influenceurs et des influenceuses pour faire passer des messages relatifs à la durabilité et au changement climatique. Et donc là, il a collaboré avec des influenceurs et influenceuses et des chercheurs et chercheuses de l'Université de Genève pour faire passer des messages via les réseaux sociaux avec ces influenceurs et influenceuses. Voilà, Éléonore, je te laisse présenter. Merci beaucoup. Donc, nos 2 autres intervenants, c'est Carole Harari et David Brun-Lambert, et qui sont tous les 2 producteurs, productrices et cofondateurs, cofondatrices de Chahut Média. Et avant de dire quelques mots sur Chahut Média, donc un mot sur chacun. Donc, Carole, vous venez du milieu de la culture, en fait. Vous avez tenu une galerie d'art à San Francisco. C'est tellement
exotique pour nous. Et puis, vous avez piloté la communication de plusieurs festivals culturels genevois, dont le Festival des Créatives, qui a connu un succès grandissant ces dernières années, et aussi été dans la communication de production de concerts. Et vous avez créé donc en 2021 Chahut Média avec David Brin-Lambert. David, donc vous journaliste pour la presse, les journaux de Suisse romande, producteur radio, dont Radio Nova. Je me dis c'est vraiment ma génération. France Culture, RTS, aussi scénariste d'une série pour Arte qui s'appelle Culte et auteur de plusieurs ouvrages, dont un très bel ouvrage consacré à Nina Simone. Donc très versé dans la musique. Et puis, vous avez aussi assuré en partie la direction artistique du Festival international de films des droits humains qui se tient donc chaque année à Genève. Alors, en 2021, vous avez fondé Chahut Média, qui est donc un studio indépendant de création de podcasts. Et vous le définissez comme justement la ligne éditoriale, c'est des récits sensibles et engagés. Et alors, c'est vrai que je partage avec eux que je viens de finir une de leurs séries qui s'appelle À la frontière, sur les déportés de la Shoah qui sont passés par la Suisse. Et c'est sensible et c'est engagé. C'est vraiment une série hyper émouvante, mais aussi terriblement instructive et qui nous fait revivre des pans de l'histoire suisse et de la mémoire, de la manière dont on mémorialise cette histoire, dont on a difficilement fait cette histoire aussi. Donc ça aborde plein de facettes qui sont vraiment absolument fascinantes et avec aussi des témoignages d'enfants de survivants qui sont vraiment extrêmement poignants. Donc moi j'ai été très touchée par cette série mais il y a plein d'autres thématiques tout aussi pointues et à la fois originales. Parmi les productions de Chahut, sur les révolutionnaires russes, sur David Bowie, enfin voilà, vous pouvez vraiment trouver tout ce qui vous plaît. Et cette ligne éditoriale, elle reflète aussi en partie votre intérêt pour la recherche académique et les nombreuses collaborations en fait que vous avez avec beaucoup d'institutions universitaires suisses romandes. Et c'est vrai qu'on entend plein de chercheurs et de chercheuses dans vos podcasts sur tous ces sujets. Alors, je vais repasser la parole à Grégoire et puis juste avant, quand même vous remercier tous les quatre d'être ici pour partager avec nous et nous donner des tips sur comment mieux faire les choses. Et puis merci au service de la recherche et à Elina aussi pour l'organisation de cette table ronde. Oui, effectivement, nous donner des tips parce qu'on a entendu en début d'après-midi Fabienne nous dire que dans une enquête, l'opinion publique souhaitait que les chercheurs et les chercheuses se manifestent dans l'espace public, mais qu'il fallait qu'ils apprennent à mieux s'exprimer. Donc peut-être qu'on est moins arrogant. Voilà. Alors je passe la parole à Cyril Desprats pour la première présentation. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. On a 10 minutes, donc je vais essayer d'être assez rapide. Ça fait une trentaine d'années aujourd'hui que je suis journaliste pour la radio, pour la télévision, pour des films documentaires et pour les podcasts. Et c'est vrai que j'ai régulièrement affaire avec des universitaires et des spécialistes dans le cadre de ces émissions. Je vais peut-être dire une banalité, mais traditionnellement, dans mon travail de journaliste que je fais, je travaille par exemple pour une émission comme ABE ou Mise au Point, on fait appel à des univers, à des spécialistes dont le rôle est assez précis. C'est-à-dire qu'il y a les témoins, souvent, qui racontent quelque chose, une expérience vécue, et puis on a les spécialistes, ce sont vous, ce sont les universitaires. Je vais assez vite sur ce point-là, parce que vous le connaissez, je pense déjà. Ce qui compte pour nous, dans ces moments-là, parce que je sais que vous posez beaucoup la question de votre positionnement comme spécialiste, ce qui compte pour nous, c'est votre capacité à vulgariser le complexe. Pas le simplifier, mais à le vulgariser, et notamment de sortir d'un langage de spécialiste. Et puis, de plus en plus, ce qui compte pour nous, au fond, c'est d'incarner un propos. L'authenticité, on le voit beaucoup avec les podcasts aujourd'hui, c'est une valeur qui est de plus en plus présente dans la société. Donc, c'est vrai que nous, on recherche, le public le recherche, et nous, par effet de rebond, au fond, on recherche une certaine authenticité, une certaine incarnation du propos, même si c'est un propos scientifique, même si c'est un propos de spécialiste. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, très rapidement. La deuxième chose aussi, peut-être aussi pour vous, je ne sais pas si ça va vous angoisser ou vous simplifier les choses, mais il ne faut pas oublier que quand il y a une émission de radio, à moins que ce soit du direct, on a du montage. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Après, c'est nous qui montons.
Alors évidemment qu'on essaye de le faire avec la déontologie propre, mais c'est vrai qu'après, nous, on fait un travail de tri, de hiérarchisation et de mise en forme de vos propos à partir des critères que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire la compréhensibilité, l'incarnation et le côté impactant. Dans un projet comme celui que j'ai fait avec notamment Thomas David, Nos esclaves, on reste un tout petit peu dans une relation de type classique, c'est-à-dire je suis journaliste, je vais voir un expert, je vais voir un spécialiste. La seule chose qui est différente ici, c'est que le spécialiste est aussi une sorte de mentor, un conseiller historique, mais on reste un tout petit peu dans ce type de relation, disons intervieweur, interviewé, journaliste, spécialiste. Moi, ça fait 2-3 ans maintenant que j'interviens dans des cours et des séminaires parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des chercheurs, des chercheuses et des profs ici. Ce que je constate, c'est un intérêt grandissant pour le podcast, notamment parce qu'il y a une réflexion des enseignants sur les moyens de pédagogie. Et puis, il y a aussi un intérêt de la part des étudiantes et des étudiants, en tout cas des chercheurs et des chercheuses, de rendre compte de leurs compétences, de leur savoir, de leurs acquis, autrement qu'à travers un travail écrit. Déjà parce qu'ils me disent qu'en gros, les profs, ils ne les lisent pas, c'est au mieux les assistants qui les lisent. Ça, c'est pas moi qui le dis. Mais aussi parce qu'il y a cette dimension, en tout cas dans le podcast, de créativité qui est importante pour les chercheurs, les chercheuses et les étudiants. La deuxième chose que j'ai constatée, que je constate et qu'on est beaucoup à constater, c'est qu'il y a une forme de communauté de destin entre les médias et les universités. C'est-à-dire que, pour faire simple, on sort dans les médias d'un système de broadcast, c'est-à-dire d'émissions, ce que fait Jonas, par exemple, le dimanche matin, qui est une émission rendez-vous, qui est un contenu qu'on appelle linéaire ou linéarisé, qui fait que quand on écoute la radio le matin, le dimanche matin, à 11h, on écoute Jonas. Aujourd'hui, avec le podcast, on est dans un contenu qui est délinéarisé, c'est-à-dire qu'il peut être écouté n'importe où, n'importe quand, pas par n'importe qui, parce que ce ne serait pas respectueux des gens qui nous écoutent, mais c'est une écoute hyper individuelle. Et en discutant avec les gens de l'université, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des cours, il y a des séminaires, il y a une présence, mais il y a la possibilité aussi d'acquérir du savoir d'une autre manière. Ça, c'est une première disons, similarité que je vois entre nos institutions médiatiques et universitaires. La deuxième, c'est des enjeux de place de ces institutions dans la société. Il y a une recherche de reconnaissance de la part de nos institutions. Il y a des questions de financement. Et puis, il y a aussi cette valeur de service public qui fait qu'on se retrouve sur un certain nombre de choses. Et puis, pour ce qui concerne plus spécifiquement la RTS, vous le savez, il y a eu des conventions qui ont été signées entre la RTS, l'EPFL et l'UNIL, et que, voilà, il va bien falloir mettre quelque chose là autour. Donc, partons de ça. J'en suis à combien ? J'ai la main qui tremble parce que Jonas, c'est mon chef, en fait. Donc, partant de ça, moi, je suis en train de travailler sur des nouvelles types de collaboration entre équipe éditoriale et université. Alors, c'est un terme, on appelle ça la co-création de contenu. En gros, le principe, c'est de faire travailler une institution et une équipe éditoriale pour créer et produire ensemble un contenu. Et ça, je vous recommande d'écouter, ça existe déjà en France, ça s'appelle le Sermon, enfin, une des choses qui existe s'appelle le Sermon d'Augusta, vous pouvez aller écouter sur le net, c'est hyper intéressant. Au fond, c'est une collaboration entre la faculté de médecine et une équipe éditoriale, en l'occurrence Olympe Degé et puis Emmanuel Flamand-Rose, ça ne s'invente pas, qui est prof à la Sorbonne, qui s'interroge ensemble sur la place c'est la faculté de médecine, hein, donc ils s'interrogent ensemble sur la place des patients au cœur du dispositif médical. Donc il y a un intérêt commun de traiter de ces questions-là et qui produisent ensemble une série de podcasts à destination du monde médical. Donc ça peut être utilisé dans les cours, ça peut être utilisé dans la formation continue, mais comme ce sont des problématiques sociétales, c'est destiné au tout public. Vous pouvez écouter l'épisode sur la grossophobie,
C'est très intéressant parce que c'est un vrai problème du monde médical, parce que les médecins sont grossophobes, les infirmiers sont grossophobes, et ça pose des tas de problèmes à l'institution. Il y a même eu des erreurs médicales à partir de ça. Et donc, l'institution a intérêt à travailler ce genre de problématiques avec une équipe éditoriale, mais comme la grossophobie est une des phobies les plus largement répandues dans notre société, ça intéresse le tout public. Donc, ça, c'est un exemple qui existe aujourd'hui en France, et puis que j'ai envie de développer ici. Je travaille déjà sur plusieurs projets, dont un avec Thomas notamment, un autre avec Claire-Lise Deblu du service culture et médiation scientifique de l'UNI. Et puis un autre qui est produit par Jonas, d'ailleurs, qui, on l'espère, va voilà, se réaliser. Ce n'est pas encore le cas, mais disons que c'est le plus abouti avec Colin Paliche, qui est à la faculté des lettres. Il est chargé de projet au Centre de compétences en durabilité. Et lui, il travaille sur les imaginaires liés à la transition environnementale. En gros, vous avez d'un côté les survivalistes, vous avez d'un côté les éco-marxistes, vous avez de côté des gens comme Picard qui disent on met des panneaux solaires partout, on va résoudre le problème. Donc lui a travaillé théoriquement, au fond, cette cartographie des imaginaires liés à la transition environnementale. Et le projet qu'on a ensemble, c'est que moi, journaliste, je le sors de son université, de son institut, des bibliothèques, et on va ensemble sur le terrain voir comment ces imaginaires sont à l'œuvre en Suisse romande. On a par exemple eu la grande chance d'aller au salon du survivalisme de Reconvilliers. Je vous le recommande. Mais on est, par exemple, j'ai vu qu'à l'EPFL, on a vu, alors c'est lui qui me le dit, à l'EPFL, il y a des gens qui travaillent sur les modifications de l'ADN pour nous rendre plus résistants aux canicules, par exemple. Enfin, il y a toutes sortes de projets qui existent en Suisse et en Suisse romande et qu'on peut aller visiter, interroger, interviewer avec lui comme chercheur et avec moi comme journaliste. Et c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble. On va ensemble sur le terrain réaliser ces podcasts. Il me reste 1 minute. Les intérêts de ça, c'est un dispositif original où on sort de cette relation journaliste-spécialiste. Ça valorise différemment les compétences des uns et des autres, tant les siennes que les miennes. C'est intéressant au niveau de la distribution aussi, parce qu'un des gros problèmes des podcasts, c'est comment les distribuer. Donc d'intégrer l'institution, c'est des possibilités aussi de distribution nouvelle et originale. Et puis c'est sympa. C'est sympa de faire, en tout cas pour moi, et je sais que Colin a du plaisir aussi, c'est sympa de faire quelque chose ensemble. En plus, comme c'est un thème plutôt anxiogène, de l'aborder avec l'humour d'un duo qui part sur le terrain, ça donne quelque chose qui est potentiellement intéressant. Les complexités, c'est que quand on prend le serment d'Augusta ou ce que je fais avec Colin, c'est que ça passe beaucoup par des individus, des individualités. Donc, ce n'est pas des institutions qui délèguent. Ça pose, m'a-t-on dit à Paris, des petits problèmes parfois de relations. Parce que M. Flamand-Rose passe pour une star parce qu'il fait le podcast. Donc ça, c'est une des difficultés. Et puis évidemment que ça ne résout pas entièrement la question du financement, puisque financement, il faut qu'il y ait. Et voilà, ce dispositif-là ne permet pas forcément d'avoir plus d'argent qu'un dispositif traditionnel. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça vaut la peine après qu'on revienne sur la crédibilité par l'authenticité plutôt que la crédibilité par l'autorité, parce que je sais que c'est quelque chose de très difficile pour nos collègues journalistes. L'authenticité a souvent été vue comme une faute grave dans notre métier, et je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire avec la posture de scientifique. Je vous ai préparé 9 minutes de présentation pour vous dire un peu ce que nous on fait chez Nouprod et pourquoi ça me semble intéressant dans le débat aujourd'hui. Voilà, je vous ai mis naïvement comment changer le monde avec du contenu, puisque c'est la question qu'on se pose. Donc Nouprod, on est une quinzaine de salariés. Nouprod a été créé en 2017. On est à Lausanne. On emploie à la fois des journalistes, des spécialistes en distribution, des spécialistes en recherche de fonds et des métiers de la gestion de projet. Et donc tout ce qu'on fait, c'est réfléchir comment créer du contenu pour avoir un impact. Et ce contenu, ça peut être parfois des podcasts, parfois des films de télévision, parfois des films de cinéma,
parfois des émissions de radio, bref, toutes sortes de contenus audiovisuels. Et on va mesurer avec le plus de précision possible l'impact qu'ont ces contenus. Et quand je dis impact, ça peut être des tonnes de CO2, ça peut être des mètres carrés de biodiversité, ça peut être la diminution de la radicalisation d'un public cible, ou ça peut être l'augmentation de l'égalité ou des dénonciations de cas de violence conjugale, par exemple. C'est des exemples de projets sur lesquels on a travaillé. On est dans une tendance du monde de la production audiovisuelle qui s'appelle la production d'impact. Et on a ce petit film qu'on montre en général quand on nous dit « c'est quoi la production d'impact ?» Peut-on produire de l'impact? Agir sur la biodiversité? Réduire le CO2? Améliorer la santé psychique d'une population? Autant de défis qu'il est possible de relever avec du contenu. C'est ce qui se nomme la production d'impact. L'objectif premier d'un film, d'un podcast, d'une web-série n'est plus alors d'être beau, d'être populaire, d'être rentable, mais de modifier une situation problématique. L'impact doit être mesurable grâce à des recherches scientifiques, des études de marché ou l'observation du terrain. Toute l'équipe, du scénariste au réalisateur, en passant par le journaliste, doit avoir pour seul objectif de maximiser l'impact. Un exemple, le film À contresens a cherché à établir la vérité scientifique sur le sujet essentiel du coût écologique de la mobilité électrique. Mais le défi ne s'arrête pas là. Si la vidéo n'est qu'un fichier, aucune chance d'avoir un impact. Le contenu doit être distribué au cœur de la cible identifiée, souvent en les impliquant de manière communautaire. En y intégrant aussi les acteurs principaux, tels que les institutions, les fondations ou les associations, le contenu se propage plus vite et prend de l'ampleur. Sa diffusion doit durer pendant des mois, des années, pour avoir la plus grande visibilité et toucher le plus de monde au sein de la cible identifiée. C'est alors que l'impact peut être mesuré scientifiquement, de sorte à observer ce qui fonctionne ou non. Et recommencer, mieux outillé, pour que ces impacts améliorent notre monde. C'est ce qui s'appelle une campagne d'impact. Dans le cas du film À contresens, une information crédible sur la mobilité a été un argument massif sur le public, les médias, le politique, les industriels. Le film permet au public de faire un choix éclairé sur ce qui représente la deuxième source d'émissions de CO2 autour de la planète. La production d'impact, c'est du journalisme, de la science, du cinéma, qui unissent leurs forces au service de la société. Voilà, en quelques mots ce qu'on appelle, nous, la production d'impact. Il y a une phrase qui devrait vous faire hurler, en tout cas qui fait hurler mes collègues journalistes, c'est de dire « tout le monde est aligné derrière un seul objectif », qu'est l'impact. Quand on dit à un journaliste, ton premier objectif, c'est d'avoir un impact, en général, il va vous dire, mais si je suis un journaliste d'impact, je serai un peu moins journaliste. Vous allez abîmer le journalisme avec l'impact. Donc, évidemment, il faut qu'on puisse avoir une bonne réponse à cette problématique. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a déterminé la vérité comme boussole. C'est-à-dire qu'on va uniquement chercher des impacts qui peuvent être atteints avec la vérité. Et ce qu'on appelle pompeusement la vérité, c'est la vérité journalistique, donc la déontologie journalistique, et la vérité scientifique, donc les méthodes de travail scientifiques. Et quand on peut, à l'aide de la vérité et la diffusion de la vérité, je me rends bien compte de la dimension très pompeuse de ces termes, mais en fait, ça veut quand même dire quelque chose. On peut quand même dire qu'on recherche la vérité, qu'il y a des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas vraies. Eh bien, en recherchant cette vérité-là et en diffusant cette vérité-là, on peut avoir des impacts. Et quand on ne peut pas obtenir cet impact avec la diffusion de la vérité, ce n'est pas un impact qu'on va rechercher. Je vous passe à contresens parce que vous en avez eu un peu dans le mini-film et c'est assez long à expliquer, mais à contresens, c'est un projet qui a duré plusieurs années et dans lequel on a pu faire une mesure d'impact de tonnes de CO2. Donc au final, on a pu avoir un rapport d'impact, on a déterminé le nombre de tonnes de CO2 qu'on a évité grâce à la diffusion et la création d'un contenu. Maintenant, je vous ai mis quelques citations qu'on a tirées, nous, de notre rapport d'activité, qui sont un peu des conclusions auxquelles nous sommes arrivés depuis 2017. De un, il ne suffit pas d'informer pour changer. La science du comportement nous dit que savoir n'est pas agir. Ça semble d'une banalité terrifiante et pourtant c'est au cœur de ce qu'on doit répéter, notamment au pouvoir public toute la journée, qui nous disent « oui, mais on a déjà informé ou on a déjà produit ce savoir qu'on a déjà diffusé ».
Ok, cool, mais à aucun moment, la psychologie sociale nous dit qu'il suffit d'informer. Donc en fait, très souvent, on va se retrouver face notamment à des pouvoirs publics qui ont informé, mais qui attendent une modification du contexte, qui attendent une modification des actions, et qui ne se rendent pas compte qu'il n'y a presque aucun lien entre le fait de simplement informer et la modification des actions, qu'il y a plein d'étapes qu'il va falloir faire entre. Et donc nous, un de nos défis, c'est d'aller expliquer à ces pouvoirs publics qu'il va falloir mobiliser des fonds et des forces pour faire autre chose que simplement informer. Nous, Prod, ne raconte pas simplement des histoires, nous expérimentons, mesurons, ajustons. Chaque récit est une hypothèse que nous testons empiriquement. En clair, on teste l'impact qu'ont ces histoires. Et on n'a aujourd'hui pas une méthode définie que je peux vous communiquer, de dire si vous faites avec 15% d'humour, 10% de culpabilisation, 30% de peur, vous arrivez à un engagement et à un changement de comportement. Par contre, à force d'expérimenter et de regarder, je peux vous dire ce qui fonctionne pas, ce qui a fonctionné dans certains types de contextes et ce qui est plus à même de fonctionner. Donc on est sans cesse en train de tester empiriquement des nouvelles hypothèses de création de contenu pour générer des impacts. Pour nous, la question n'est plus seulement de savoir si notre discours est scientifiquement juste, mais s'il est scientifiquement efficace. Pour nous, il y a des vérités scientifiques qui ont moins d'importance à être communiquées à la population parce qu'elles ont moins d'impact sur la population. Donc nous, on ne fait pas la médiation de la science pour faire la médiation de la science. On ne pense pas qu'il faut sauver le journalisme pour sauver le journalisme, mais il faut s'intéresser à la partie de la science et la partie du journalisme qui ont le plus d'impact. Et donc nous, dans notre mission, c'est d'identifier quelle partie de la science a le plus d'impact dans sa communication au public, qui n'est pas forcément la partie de la science qui a le plus d'impact dans la modification des processus industriels, par exemple. Donc, on s'intéresse spécifiquement à l'effet que la science a sur le public. Et c'est aussi un effet scientifique qu'on essaye de documenter scientifiquement. Je vous mets un exemple qui nous a fait travailler avec UNIL et PFL récemment, qui est un film long métrage sur la géothermie, parce qu'on se rend compte qu'il y a sur la géothermie profonde en Suisse une distance particulière entre ce que le public croit ou croit savoir et ce que la science sait. On en a fait un documentaire qui s'appelle Jusqu'à la faille, qui est diffusé sur la RTS dans quelques jours et dont je vous montre la bande-annonce pour terminer. En théorie, il y a une grande source d'énergie sous nos pieds. La ressource est illimitée, elle est partout présente. En théorie, il suffirait de creuser pour l'exploiter. En fait, c'est un trou, il y a de l'eau qui sort et puis l'eau, elle est chaude. Et puis voilà. Mais dans la pratique, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc là, ça sera du lourd. Ça sera du lourd, ouais. Le Jurassien se dit ça veut péter, quoi, voilà. Provoque tremblement de terre, pollution des nappes phréatiques, produits chimiques, etc., etc. Ils vont faire péter des bombes sous le sol. Et ça, on ne le veut pas. Il faut éviter la sismicité. On a fait un séisme. Voilà. La décision, c'est moi qui l'ai prise, ça a duré 15 minutes. On arrête tout. Savoir convaincre. Le rapport de synthèse, le rapport d'impact, le rapport hydrogéologique. C'est long. Être prêt à investir. 4 millions. 4 millions d'écart. Ouais. Dans 1 heure, c'est 2000 balles. 2000 euros. Ça en fait des fondus, hein. Ouais, ça en fait, ouais. Creuser des trous. C'est pas nous qui allons, avec nos propres mains, aller jusqu'à 2300 mètres. 2, 1... Espérer trouver de l'eau chaude. Enfin, en théorie. Ça fait 40 ans qu'on cherche. On ne comprend toujours pas beaucoup plus pourquoi on ne trouve pas de l'eau chaude sous nos pieds. Voilà, donc ça c'est un film que je vous invite à regarder sur la RTS dans quelques jours. Il s'appelle Jusqu'à la faille et on est en train de mener une campagne d'impact avec une mesure là aussi de l'impact que peut avoir ce documentaire en changement des perceptions et des comportements sur la géothermie profonde. Voilà, merci. Bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir, Carole et moi. On va se partager le micro. Tu prends ce micro, peut-être. Je repars de là où tu t'étais arrêté, Léonard. On est en studio de création de documentaires audio. C'est comme ça qu'on aime se présenter. On peut le vulgariser en série podcast, mais c'est pas suffisant. Je vous interviewe comme ça dans une cuisine, je mets ça en ligne, c'est un podcast. Je fais une série documentaire avec une musique originale, avec un sound design, avec des chercheurs, des chercheuses, avec du reportage sur le terrain ou bien en bibliothèque. Et ça me prend 6 mois, c'est aussi un podcast. Donc il faudrait qu'on s'entourne aussi sur les termes peut-être. Nous, on s'est créé en 2021, post-Covid. À un moment, on s'était rendu compte avec Carole que les séries documentaires ou bien les podcasts qu'on avait écoutés pendant le Covid étaient principalement, sinon franciliennes, parisienne. Et clairement, il manquait quelque chose ici qui disent le territoire, ce qui disent qu'on ne sait pas du territoire, et qui disent un petit peu ce qui mériterait d'être mis en lumière. Et très rapidement, parmi nos intérêts qui vont, disons, des droits humains, la lutte pour les droits humains, les luttes sociales et la littérature, on s'est retrouvé à travailler avec des chercheurs et des chercheuses, notamment ici, le Centre des littératures en Suisse romande qui est piloté par Daniel Maggetti, avec qui on travaille depuis pratiquement le début maintenant. Et puis très lentement, on a pris nos marques avec des fondations que je pense être fortes, enfin, qui étaient pleines de sens pour nous. On est non-profit, c'est-à-dire qu'on n'a pas question d'être lucratif de quelque manière que ce soit. On reste une association à but non lucratif, ça c'est la première chose. Donc on ne travaille pas avec des marques. Donc on ne travaille qu'avec des institutions, soit culturelles, principalement académiques. On peut les citer, UNIL, UNIGE et le Graduate Institute, notamment avec un professeur d'histoire qui s'appelle David Erodonio, qui est notre conseiller scientifique ad vitam. Voilà, ça c'est dit. Et puis le dernier, deux autres points qui me paraissent assez importants, c'est que nous ne sommes pas des journalistes. Moi, j'ai une vie de journaliste qui est avant, mais que je n'ai pas amené avec moi chez Media ni auprès de Carole. Nous sommes des auteurs-producteurs. Donc on avance comme auteur-producteur, avec l'humilité de l'auteur-producteur face au sachant. Et le but du jeu consisterait à travers une interview qui dépasse jamais une certaine durée non plus, autour de 50 minutes, qui est travaillée avec le chercheur ou la chercheuse avant que l'interview ait lieu, c'est d'arriver à vulgariser un propos scientifique complexe de manière à pouvoir, en enchassant d'autres interviews menées auprès d'autres chercheurs-chercheuses, d'aller mener, d'offrir une diversité de points de vue autour d'une même question auprès du plus grand nombre. Le plus grand nombre pour nous, c'est notre propre site internet et les principales plateformes d'écoute. Ça, ce sera un point sur lequel on pourra revenir tout à l'heure, sur l'invisibilisation aussi de certaines thématiques sur les principales plateformes. Et ça, évidemment, c'est récent. Là, vous êtes en prise avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une série qui sort sur le lien entre musique live, sexisme, résistance. On a été invisibilisé ce matin par Meta, Facebook, Instagram. Je pense que c'est un point assez important sur lequel on peut revenir tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié Non, peut-être aussi pour rebondir sur ce que vous disiez, le fait de ne pas être journaliste, dans notre cas, je pense peut être un atout, dans le sens où on se présente devant les académiques, on est candide, on ne sait pas. Et plus qu'un interview, c'est très vite une conversation où on s'autorise à tout d'un coup dire « Attendez, là j'ai vraiment rien compris ». Parce qu'on assume que peut-être si nous on ne comprend pas, l'auditeur plus loin ne comprendra pas non plus, et de dire recommencer, ou alors je ne sais pas, on travaille avec beaucoup d'historiens qui citent une date, comme si tout le monde savait exactement ce qui s'était passé cette date-là. Et nous on peut s'autoriser à dire attendez, de quoi vous parlez? Et donc en fait de prendre ce temps long, parce qu'on prend toujours un temps très long, pour interviewer en effet les chercheurs et chercheuses, même si finalement on va garder 10 minutes, mais on peut facilement passer 1h30 avec eux. Et ça va peut-être aussi très à contresens des médias qui n'ont plus le temps, etc. C'est vraiment ce temps-là nous permet justement peut-être à la fin, et c'est beaucoup de montage et de réalisation, de capter vraiment l'essence du propos qui est la plus pertinent pour le sujet, et dans un montage et la réalisation, de le tricoter avec, ça peut être, je sais pas, un micro-trottoir, où quelqu'un dit un truc spontanément, et puis ensuite on vient rajouter le propos de la chercheuse ou du chercheur pour le confirmer ou l'affirmer, etc. Donc, c'est vrai qu'en tant que petite structure indépendante, on a peut-être déjà cette liberté éditoriale et puis ce choix d'assumer que nous, on ne sait pas et que toutes les questions qu'on se pose, sans doute beaucoup de gens se les posent aussi et on va les poser de façon assez candide. Deux autres notions, vous avez amené un petit peu de son, 3 petites minutes de son. On se voit plutôt comme une maison d'édition au sens où on choisit nos thèmes. Nos thèmes, c'est notre bibliothèque, c'est nos intérêts, c'est notre discothèque, comme tu l'as dit tout à l'heure quelques fois. On va y revenir.
Et puis, comme le ferait une maison d'édition, il s'agit aussi de soigner un objet pour qu'il puisse durer. Et ça, c'est une chose assez importante. Si vous êtes fan, par exemple, d'un lieu comme LSD, qui est la série documentaire sur France Culture, qui est une sorte d'institution, quoi. La série documentaire, c'est ça doit ressembler à ça. Ou alors c'est Colin, mais ça, c'est encore autre chose. C'est l'idée de faire un objet qui puisse se présenter comme une archive ou un document. Évidemment, ce document va vieillir, mais la façon dont il est présenté, c'est avec une certaine humilité, neutralité, mais aussi avec un soin. Ça veut dire travailler la musique. Nos musiques sont toujours composées par des musiciens plus ou moins célèbres, de Léonie Pernet à Flesh Love pour un nom local. Tout ça participe de faire durer ces séries et de les présenter comme on présenterait un livre en marque blanche. C'est un beau livre, on a envie de le lire. Il y a ce côté désirable, je pense, qui est très important pour faciliter peut-être pour le public l'accès à un contenu qui, lui, demande un peu de résistance, parce que c'est toujours un peu costaud. Donc on vous a fait une espèce de mash-up de quelques séries représentatives de notre dernière publication au cours des derniers mois. Voilà. Ça dure 3 minutes. Je vous laisse écouter, puis peut-être qu'on commente ensemble après. Chahut Média. Écoutez, moi je dirais que je fais un travail d'histoire. La mémoire, c'est autre chose, c'est une autre branche. C'est indispensable. La mémoire va travailler avec les faits historiques, mais la mémoire, c'est toujours politique et c'est toujours l'émanation d'un groupe, d'un parti. Après, vous avez le phénomène des mémoires contrastées, des mémoires concurrentes. Mais vous savez, l'histoire, c'est comme toutes les branches scientifiques. On pose des hypothèses, on les vérifie, puis parfois on les renverse. La malandre. Je me suis fait un coup de chou. À la frontière. Une série documentaire podcast Chahut Média. Carole Harary, David Brun-Lambert. Ma grand-mère et mon arrière-grand-père étaient passeurs à la frontière. Ils appartenaient à ce qu'on appelle la filière de Douvaine, qui est donc une filière d'entraide qui a été constituée en 1941 et qui a permis le sauvetage de centaines de réfugiés juifs, d'aviateurs alliés, de réfractaires au service du travail obligatoire. Et mon arrière-grand-père a été déporté en 1944 et n'est pas revenu du camp d'Auschwitz. Jour 2, arrivé au camp d'Azraq. Quand on arrive à Azraq, on se dit qu'aucun humain ne ferait volontairement le choix de s'installer ici, en plein milieu du désert jordanien, à 2 heures de route d'Amman. Autour, rien, pas de ligne d'horizon. Réparer le monde. Et pas d'autre couleur que celle du sable qui délave la toile des conteneurs où vivent les réfugiés. Premier épisode. Construire un camp. Il ne faut pas oublier qu'une des obsessions de toute cette histoire, c'est la sécurité de l'État et la perception que les gens qui arrivent dans un autre État, c'est des ennemis. Et donc il faut les fermer en pensant que ça va régler le problème. Et c'est l'histoire des camps de réfugiés pendant 20 ans, 30 ans. Alors c'était un mois de juin, je crois, et puis on partait samedi après-midi à 5h, on quittait la maison pour aller en ville, à Nyon. Under pressure. Et ça sonne à la porte, puis je me dis, oh, qui c'est qui vient déranger? Et j'ouvre la porte, je m'appelle Nina Simone, je suis votre nouvelle voisine. J'aimerais téléphoner à New York parce que je n'ai pas encore de téléphone installé chez moi. Je lui dis, ouais, mais vous savez, New York, c'est expensive. Le journal, c'est une mine d'or en fait. C'est le point de vue d'une femme enfermée pendant la guerre. Enfin, c'est quand même un récit puissant, quotidien. Donc, on est avec elle dans son inquiétude, dans sa souffrance, sa faim, sa douleur physique, la morphine qu'elle prend, parfois les visions qu'elle a, etc. Monique Saint-Hélier, L'œuvre infinie, une proposition du Centre de littérature en Suisse romande de l'Université de Lausanne. 3e et dernier volet. Couvre-feu. Alors, je vais faire une désannonce radio. Vous aviez écouté À la frontière, une série qu'on a créée tous les deux et sortie l'an dernier, autour de l'accueil des réfugiés en Suisse durant et après la Seconde Guerre mondiale. Réparer le monde qu'on a sorti en janvier dernier avec David Hérodonio que j'évoquais tout à l'heure, qui est une photographie de l'action humanitaire juste avant le début du deuxième mandat de Trump. Under Pressure, qui est une série qui compte beaucoup pour nous aussi, qui est une enquête sur les vices
secrète de Nina Simone, David Bowie, Freddie Mercury, ici en Suisse, entre le milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80. On a récolté beaucoup de matière originale, des choses en tant que biographe de Nina Simone, que je savais absolument pas, quoi, et puis c'est fait par hasard. C'est 8 épisodes, c'est merveilleux à écouter. Franchement, c'est savoureux. Et la toute dernière, c'était Monique Saint-Hélier, une série qui s'appelle L'œuvre infinie, conçue avec Daniel Maggetti, du Centre de littérature en Suisse romande, avec qui on continue de travailler. En juin prochain, on publiera, donc toujours avec Daniel, et l'UNIL, une série consacrée à Daniel Jacotet, à Philippe Jacotet, dont c'est les 100 ans de la naissance cette année, et ce sera une série en 4 épisodes, plus un épisode avec une conférence intime, c'est-à-dire à huis clos, enregistrée sur un iPhone par Jacotet, quelques semaines avant sa mort. On sort ça en juin prochain, puis on est très fiers. Et puis une autre série, je te laisse présenter. Oui, et puis une autre série, on vous en parle parce que c'est avec une historienne de l'Université de Genève qui s'appelle Pamela Weneniako, sur les Afropéennes, donc les femmes noires, militantes, antiracistes et antisexistes. Et là, pour la petite histoire, c'est vraiment on a rencontré Pamela dans un tout autre contexte. Elle finissait sa thèse, ça fait 8 ans que je travaille dessus, mais bon, je crois que personne va la lire. Elle était un peu découragée, puis on s'est dit, mais quelle histoire à raconter, une histoire, nous on ne sait rien sur ces femmes racisées, militantes, féministes en Europe. Et donc, sous forme d'une enquête, Pamela va nous raconter comment elle a découvert le parcours de ces femmes et puis décidé de faire sa thèse dessus. Donc, c'est un bel exemple de, même si j'aime pas ce terme, de vulgarisation pour, on espère, toucher le plus grand nombre. Voilà. Rentrée 2025. Rentrée 2025. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors on a eu vraiment un panel hyper varié, très riche et stimulant. Alors on aura un moment d'échange avec la salle. On voulait lancer le débat avec une ou deux questions, puis que vous avez en fait aussi spontanément commencé à aborder. Et la première, c'est évidemment lié à l'actualité qu'on est en train de vivre, d'une délégitimation de la science, d'une attaque, enfin voilà, avec le président des États-Unis et son vice-président qui ont identifié les universités comme l'ennemi principal. Donc voilà, on vit. Alors, moi, je suis dans un domaine qui a connu ces attaques depuis déjà une bonne dizaine d'années. Donc, disons qu'on n'est pas surprise, mais l'ampleur et la rapidité du changement est énorme. Et donc, dans ce moment vraiment de crise de la légitimité scientifique, votre expérience par rapport à votre travail d'aider les chercheurs à vulgariser, de faire passer au grand public, d'avoir cette volonté d'avoir un impact. Finalement, quels sont les contenus qui sont facilement perçus comme scientifiques et ceux qui sont facilement délégitimés comme n'ayant pas la scientificité requise? Et est-ce que c'est dû aux postures des chercheurs et des chercheuses qui sont censés incarner, puisque l'incarnation, on l'a dit, apparemment c'est très important, c'est savoir. Est-ce que c'est lié au domaine? Et puis David, c'est vrai, tu mentionnais la question de l'invisibilisation, qui est une forme de délégitimation. Enfin, en fait, on prend même plus l'énergie de délégitimer quelque chose ou de s'opposer. On empêche sa diffusion, on obscurcit la possibilité de trouver ces connaissances-là. Donc voilà, donc une première stratégie, une première question, et pour vous demander les stratégies pour contrer ça. Mais voilà, dans votre expérience, est-ce qu'il y a des savoirs qui sont plus compliqués à faire passer comme scientifiques, plus facilement décrédibilisés, ou au contraire, est-ce qu'il y a des postures, des types de savoirs qui vous semblent jamais être remis en cause, et comment on peut éventuellement s'assurer qu'en fait, on donne, même les savoirs qui sont déjà marginalisés socialement, comment on y donne quand même accès sans perdre leur crédit scientifique, en fait, sans qu'ils soient démonétisés dans le passage vers le grand public. Qui est-ce qui veut commencer? C'est trop dur. Ouais, je veux bien. C'est vraiment une grosse question pour nous. C'est une immense question. Je ne vais pas y répondre. Ce que je peux dire, c'est que la situation dans laquelle vous êtes, c'est la situation dans laquelle on est nous. Donc là aussi, je parle de communauté de destin. Il y a une crise des institutions qui date d'avant Trump et qui se manifeste au niveau des médias et chez vous aussi, notamment par l'apparition, par Internet, par les réseaux et tout ça. Les gens ils disent oui, mais les médias, en s'attaquant, en nous critiquant, nous médias. Si là je prends la casquette RTS. En fait, les gens consomment beaucoup de contenu, sont informés par toutes sortes de canaux. Et ça a été une
première fragilisation, qui n'est pas une mauvaise fragilisation, parce que ça a été une forme aussi de démocratisation de l'accès à des informations qui avant étaient données par l'autorité média, en plus médias de service public, comme peut-être la science, comme peut-être le médecin, comme peut-être le pasteur et comme peut-être l'enseignant. Donc la première réponse que j'aimerais vous donner, c'est qu'on est dans la même galère. Donc par rapport à ça, je crois qu'on se pose un peu tous la question de savoir comment réagir par rapport à ça. Enfin voilà, moi je peux, en tout cas dans un premier temps, je peux pas faire une distinction entre les types de contenus ou Moi, ce que je sais, en tout cas comme journaliste, c'est quand j'ai besoin d'un expert, je m'adresse aux lieux d'expertise, qui sont traditionnellement les universités, on va dire. Et j'ai une espèce de confiance comme ça, un peu institutionnelle. Alors peut-être qu'elle est très dépassée, mais je sais que quand je m'adresse à quelqu'un de l'université, j'ai confiance en sa parole, à sa crédibilité, au fond, quoi qu'il me dise, à la limite. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, nous, on travaille comme ça, on doit travailler aussi de plus en plus vite. Donc, on se dit, tiens, c'est qui le spécialiste sur le sujet? Et puis, c'est lui qu'on va voir. Moi, j'ai pas repéré des types de sciences qui sont plus délégitimés que d'autres. Je constate qu'en fait, c'est le destin de tout scientifique aujourd'hui dans les médias, d'être mis au même niveau que d'autres choses qui sont pas scientifiques. On accusera un médecin d'être à la solde de la Big Pharma, on accusera un ingénieur de l'EPFL d'être à la solde du lobby du nucléaire, et on accusera quelqu'un des sciences sociales d'être à la solde du lobby woke de l'université de Lausanne. Voilà. Donc en fait, il y a de la délégitimation dans à peu près toutes les sciences. Il y a des scientifiques qui, et vous l'avez rappelé, Éléonore, qui sont plus habitués à être délégitimés et qui arrivent davantage à naviguer dans cet écosystème que d'autres. La médecine, c'est sûrement celle qui a le plus de difficultés là-dedans. Le nombre d'interviews naufrages qu'on a fait de médecins ces dernières années à la radio, c'est terrifiant. Et si vous avez un médecin et quelqu'un qui n'est pas médecin, sur le plateau, le médecin a perdu d'avance. Enfin, voilà, parce que ils n'ont pas l'habitude d'être délégitimés, jamais, ni dans leur pratique, ni dans leurs études, ni dans leurs recherches. Donc c'est quelque chose pour eux de totalement nouveau, qu'ils ont appris en gros avec la crise Covid. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une communauté de destin entre la presse, le journalisme, les médias publics et la science. Et nous, ça nous pousse aussi à aller davantage dans le sens de la démagogie. Les nouvelles scientifiques dures à entendre ont un coût pour vous parce que c'est plus difficile de les faire passer, et ont un coût pour nous en audience. Et quand on fait pas d'audience, on n'a plus d'argent, et quand on n'a plus d'argent, on perd notre métier. Donc, pour vous dire vrai, moi qui suis passionné d'écologie et d'environnement et qui porte ces thématiques depuis 2017, j'entends très régulièrement des gens extrêmement bien placés dans des médias me dire « Ah non, l'écologie, on fait plus ». Comme ça, hein, je vous dis franchement. Non, l'écologie, cette année, on fait plus. Et donc ça, c'est l'invisibilisation dont on parle. C'est pas parce que c'est un agenda politique des médias, c'est parce que les nouvelles que porte ce pan de la science sont des mauvaises nouvelles, des nouvelles extrêmement dures à entendre, que les gens n'ont pas envie d'entendre, et les gens zappent, sont dans le déni. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai pas donné de solution, mais j'ai peut-être remis sur un pied d'égalité toutes les sciences, parce que pour moi, il n'y a pas des sciences plus délégitimées que d'autres. Il y a des sciences qui le vivent moins bien que d'autres. Et puis, j'ai remis ça sur un pied d'égalité avec les médias, ce qu'a fait aussi mon collègue Cyril. Donc, c'est pas un plan des médias pour délégitimer les scientifiques. Voilà. J'avais pas encore adhéré à une théorie du complot, mais... Non, mais j'entends régulièrement des scientifiques qui sont pas forcément à mouvance complotiste sous-entendre que c'est un peu de la faute des médias. Oui. Je me sens un peu loin de ce que vous avez dit tous les deux, sans le contrecarrer du tout, sachant qu'à nouveau, on privilégie, nous, le temps long, qu'on est sur des formats longs, qu'on prend le temps, qu'on est dans une logique documentaire, donc de terrain, donc de recherche, donc long. Voilà.
et que lorsqu'on tend un micro à quelqu'un, il sait les questions qu'on va lui poser. Ça fait une grande différence avec parfois des plateaux live. On est dans un partenariat, et je crois qu'on peut dire que chez Media, qu'on fait une interview, disons, avec un chercheur, une chercheuse, ce lieu n'est pas le lieu d'une transaction. C'est un lieu de partenariat. On va recueillir ce savoir et puis on va le présenter de manière à ce qu'il puisse éclairer un peu. Voilà. Et quant à la notion d'audience, nous, elle ne touche absolument pas. On n'appartient à personne, on ne compte absolument à personne, on est absolument indépendant. Donc, un programme fasse 200 000 ou 5 000 écoutes, pour nous, c'est à peu près pareil. Alors oui, évidemment... Ouais, les financements sur le long terme. En fait, les bailleurs ne sont pas sensibles à cet argument-là. Pour le moment, les bailleurs avec lesquels nous, on travaille en tout cas, sont plus sensibles à ce qui va être proposé et à la qualité de ce qui va être proposé. Ça, c'est peut-être un changement aussi. Peut-être que là, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des fondations culturelles ou philanthropiques avec lesquelles on travaille depuis longtemps, qui ne sont pas du tout à nous demander des chiffres à base de « ouais, mais 20 000, c'est quand même pas beaucoup, alors que 20 000 pour un podcast, ouais, c'est quand même pas mal. » Quand vous n'êtes pas à la RTS ou France Culture ou quelque chose. Ça commence à être un chiffre assez intéressant. Il y a une résonance. Et puis à nouveau, on part du principe que, de façon assez organique, ce programme va continuer sa route. Il va être partagé, comme tu as aimé à la frontière, peut-être que tu as le fil à une copine ou quelque chose. Donc je ne sais pas comment prendre place là dans ce qui a été dit. Sinon qu'il y a peut-être deux environnements auxquels vous devez vous adapter, qui est celui de la brutalité du live et d'une information qui doit être transmise en 4 minutes et avec des questions qui vous sont posées qui sont quand même terriblement anglais, vous voyez, avec ce stress-là. Et puis un autre lieu qui est celui d'une parole qui peut prendre le temps de s'installer dans sa complexité et sa nuance. Et c'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ces deux exercices, pour moi, sont totalement opposés. Carole ? Non, rien à rajouter. Merci, mais peut-être juste pour rebondir là-dessus par rapport à ce qu'a dit Jonas Schneider, puisque par rapport à l'écologie, c'est un sujet qui me touche aussi beaucoup. Je me dis, mais alors, est-ce que vous n'avez pas une responsabilité, un conseil à nous donner par rapport à la manière de transmettre une information ? Parce que j'ai entendu la même chose que vous de la part d'une journaliste qui est ma voisine en disant, non, mais au 19h30, on ne fait plus de sujet là-dessus, parce que sinon, on baisse notre audimat, les gens ne sont pas contents. Et donc, je me disais, mais en termes de manière de transmettre un savoir, dans un contexte où il y a une forme de délégitimation d'un certain nombre de savoirs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que le journaliste pourrait nous apprendre, et apprendre en particulier à nos collègues climatologues, spécialistes des sciences naturelles, qui arrivent avec les mauvaises nouvelles, hein. Pour moi, ça rebondit un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, et après, c'est plus ton sujet que le mien, mais il me semble que justement, peut-être que le format du 19-30 n'est pas forcément aujourd'hui le meilleur pour parler des enjeux écologiques. Et tu parles souvent de cet exemple de BD, comment s'appelle-t-il ? Voilà, Jean-Marc Jancovici. Bon, une espèce de vulgarisation, et c'est presque d'en faire un objet qui soit culturel, facilement, voilà, qu'on se passe les uns aux autres, etc. Je crois que ça, c'est un très bon exemple de comment, après, je sais pas, peut-être tu pourrais te dire quel type d'impact ont ces genres de sujets, mais justement, en prenant le temps de faire une BD, par rapport à, parce que parler d'écologie en 2 minutes, ça va créer de l'anxiété, plus c'est des news que les gens n'ont pas envie d'entendre, donc le 19-30, ils n'ont pas forcément intérêt à le faire, donc peut-être qu'il faut justement imaginer, c'est pas des nouveaux formats, mais ces autres formats. Oui, bah, le cas Jancovici est hyper intéressant. Je l'ai un tout petit peu étudié. Donc, la BD, génial. Donc, effectivement, il y a tout à coup une narration totalement différente d'un truc très angoissant, avec des couleurs, le format le plus fun qu'on connaisse, c'est-à-dire la BD. Enfin, c'est accessible, enfin, c'est compréhensible, etc. Donc, en fait, j'en pense que du bien. Jancovici médiatique avant la BD, c'est un scientifique qui utilise une mouvance anti-système pour passer des messages scientifiques. Mais il y a beaucoup de compromission dans la méthode Jancovici. Donc on peut pas dire, ah bah génial, soyez hyper anti-système et dégueulez sur les élites à chaque fois que vous prenez la parole, et votre message scientifique, vous arriverez bien à le vulgariser parce que c'est le meilleur moyen pour qu'il touche le public. Voilà. Mais la BD, c'est pas ça. Donc je suis d'accord qu'on peut applaudir la BD. Sur comment est-ce qu'on peut faire...
j'ai discuté avec Valentine Piton cet après-midi, qui est climatologue de l'UNIL, sauf erreur, à la base, et qui aujourd'hui a pour mission de former les profs qui enseignent aux apprentis. Et se pose exactement la même question de qu'est-ce qu'on dit sur le climat aux apprentis, sans vouloir augmenter l'éco-anxiété, etc., mais non plus sans leur transmettre du bullshit. Et c'est une excellente question. C'est en gros, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à une climatologue ou un climatologue pour dire le message que tu passes est trop anxiogène, donc tes recherches sont importantes, mais elles sont que partiellement importantes à communiquer à la population, parce que si on les communique en l'état, elles ont au mieux pas d'effet. Et dans les faits, elles ont plutôt un effet qui augmente le niveau d'anxiété, qui augmente la réactance et le déni, et qui diminue l'engagement en faveur du climat. Donc, est-ce qu'il faut absolument communiquer ces résultats? Est-ce qu'il faut ajouter du savoir et de la transmission de savoir, ou est-ce qu'il faut passer des messages qui ne sont pas forcément des messages issus de la dernière recherche qui nous dit qu'en fait, la limite planétaire de l'acidification des océans, ça y est, elle est dépassée, et donc maintenant on va avoir un spécialiste de l'acidification des océans qui vient nous communiquer à quel point on est foutu avec les océans, qui vient juste rajouter une couche d'anxiété au discours global. Et donc là, si on avait ici le spécialiste mondial de l'acidification des océans qui aimerait absolument communiquer que la limite planétaire de l'acidification des océans est dépassée, je lui dirais, non. C'est pas aujourd'hui un objectif auquel derrière on doit tous souscrire il faudrait absolument qu'il y ait ça dans le 19h30 ce soir et qu'on communique ça à tout le monde. C'est un objectif auquel on devrait tous souscrire d'essayer de diminuer l'acidification des océans, mais c'est pas en informant les gens sur l'acidification des océans qu'on diminue l'acidification des océans. C'est un peu provoque ce que je vous dis, mais je pense que c'est quand même important d'avoir ça à l'esprit. Merci. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu disais. Il y a quelques années, on a fait un podcast avec le CISA. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le Centre interfacultaire en sciences affectives qui appartient à l'Université de Genève. Et dans le CISA, il y a un département qui bosse sur la question de la transition. Plusieurs transitions écologiques, aussi économiques, sociales, etc., etc. Donc, ils bossent sur pourquoi, alors qu'on sait que la planète brûle, on sait tout ça, eh bien, ça ne change pas les comportements du plus grand nombre. Pourquoi? Quels sont les ressorts? Quels sont les biais, etc., etc. Et en travaillant avec eux, avait été posé un moment comme hypothèse de travail pour eux, de travailler avec des gens qui, eux, étaient des chercheurs, par exemple, climatologues, des gens du GIEC, si tu veux, qui avaient une très grande difficulté à arriver, d'abord à vulgariser leur expertise, le fruit de leur recherche. Ici, on a plusieurs personnes qui appartiennent au GIEC, Julia Steinberger, etc. C'est une très grande difficulté pour eux de faire ce pas-là. Donc, il y avait presque un apprentissage de la parole médiatique. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, une deuxième approche qui était, elle, beaucoup plus sensible et du point de vue des sciences affectives, comment faire passer un message. Ça veut dire déjà vous enlever des chiffres pour en rajouter d'autres, mais de quelle manière, etc., etc. Et l'hypothèse qui était posée par les chercheurs avec lesquels on travaillait à ce moment-là, c'était de dire, en fait, il serait plutôt question pour plusieurs disciplines de travailler ensemble de manière à arriver à transmettre le message au plus grand nombre. Et pas de le faire de façon indépendante. Vous êtes sociologue, vous allez vous faire puncher en live face à 3 types qui sont réac, masculins, c'est clair. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, on peut le refuser. On peut refuser d'être un punching ball avec des types en face qui sont clairement hostiles à la parole que vous portez. Mais de façon beaucoup plus stratégique, à vous mettre en relation avec d'autres chercheurs dont le fruit des recherches, de l'expertise, peut vous mener à passer ce cap-là. Et quand vous regardez l'exemple de la France, on dirait que des associations ont été plus ou moins heureuses. Le GIEC s'est mis à bosser avec Camille Etienne. Cette parole a été entendue. Elles sont beaucoup plus claires. Vous allez me dire, oui, mais c'est une jeune femme. Justement, il y avait quelque chose là de l'ordre d'une stratégie qui a impacté, qui a porté ses fruits. Donc moi, je pense plutôt à cette interdisciplinarité qui serait une possibilité. Peut-être juste pour rebondir, c'est vrai que moi la BD de Jancovici, j'ai même pas réussi à la lire, donc je pense que je suis vraiment le pire public pour recevoir des messages. Mon éco-anxiété est trop forte, quoi. Même la BD, ça ne passe pas. Mais disons que voilà, c'est un produit culturel qui s'adresse à une certaine fraction de la population, tout comme le podcast, en termes de génération, en termes de capital social, fin de classe sociale, etc. Donc c'est vrai que là, ça pose la question, si on peut plus en parler au 19h30, en fait, on parle à qui? Donc on parle à des gens qui sont en fait déjà conscientisés, qui ont probablement déjà fait leur micro, nano, transition
écologique personnelle à leur niveau. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même cette tension qui est devenue d'autant plus importante qu'effectivement on a une multiplication des canaux. Et puis juste aussi pour peut-être rebondir sur parce que c'est vrai qu'on prend toujours l'exemple du climat, mais peut-être que si on dézoome un petit peu, le problème c'est certes un problème de communication scientifique, certes un problème d'anxiété, mais c'est aussi un problème d'où vient la parole publique. C'est-à-dire si on avait des gouvernements qui portaient un discours de transition, les gens accepteraient de recevoir au 19h30 des infos là-dessus. Les gens n'acceptent pas de recevoir des infos sur ça au 19h30 parce qu'ils savent très bien que les élites, les gouvernements ne font rien et que donc il n'y a rien à faire. Mais c'est d'où vient la parole aussi. Donc une parole complètement déconnectée. Effectivement, enfin, il me semble que c'est pas tant le sujet, l'anxiété, la capacité de nos collègues climatologues à parler à un grand public, mais aussi cette constellation. Parce que bon, quand il y avait eu, je sais plus, c'était la convention sur le climat en France, la convention citoyenne sur le climat, la première mesure qu'avait demandé la Convention citoyenne, c'était plus d'informations pour le public. Et c'était les autorités publiques qui devaient porter cette information. Et ça n'a pas été fait. Donc, en tout cas, pas plus que d'habitude. Donc, je pense que voilà, il y a quand même, on n'est pas tout seul. Et je pense qu'une partie de ces enjeux de communication, c'est aussi lié, au climat politique, à la question de la polarisation, et qu'on la nourrit un petit peu cette polarisation en parlant sur des supports qui sont accessibles qu'à certains groupes de la population. Oui, c'est vrai. Ce qui m'a juste fait réagir très fortement, c'est le déclaratif des gens qui veulent plus d'informations sur le climat. C'est du pur déclaratif. C'est ce que nous, on appelle dans les médias l'effet Arte. C'est-à-dire que si on demande aux gens, vous regardez quoi? Vous regardez Arte. Et puis sur les chiffres, en fait, personne ne regarde Arte. Et puis, vous voulez regarder Arte? Non, en fait, vous voulez regarder de la télé-réalité sur Netflix. Parce que 9 personnes sur 10 regardent de la télé-réalité sur Netflix. Mais personne ne le dit en sondage. Et donc, oui, nous, RTS, on nous appelle souvent à parler davantage de médiation de la science, parler davantage de climat, parler davantage des élections fédérales, etc. Et c'est à peu près le top 3 de nos pires audiences. Voilà, donc il y a une grande distance entre ce que les gens disent vouloir voir et entendre et ce que les gens veulent voir et entendre. Mais par rapport à ça, vous posez beaucoup la question de la communication, de comment faire passer un message. Moi, ce que je trouve qu'il faut quand même redire, et ça peut-être c'est une question plus de culture ou d'éducation générale, au fond, les médias, les journalistes, c'est pas des gens qui s'autoproclament faisant partie d'une institution qui doit passer un message. C'est un droit. Les médias, la fondation de mon travail, du tien aussi, c'est le droit du public à être informé. C'est un droit légitime lié à la démocratie. C'est ça qui fonde notre travail, complètement. Après, il y a la question du salaire lié au clic et des choses comme ça. Et ce droit-là, il est non seulement mis en danger par des gens comme Trump, très clairement, c'est pas pour rien qu'ils s'attaquent aux médias dans une perspective quand même d'instauration d'une forme de fascisme. Mais c'est aussi ça qu'on doit redire nous. Donc je comprends bien votre angoisse en disant comment faire passer un message. Je pense que peut-être que le premier message, c'est de redire qu'on a tous, citoyennes et citoyens de ce pays, le droit d'être informés. Peut-être je vais rebondir sur des éléments que vous avez évoqués les uns et les autres dans vos interventions. Là, j'ai entendu le nom tout à l'heure de Camille Etienne, qui pourrait être une passeuse d'un certain message. J'ai entendu dans la première intervention la notion d'authenticité. J'ai entendu dans votre posture, nous on rencontre, on prend le temps, on va apprendre de l'autre. Et pour la plupart d'entre nous qui sommes régulièrement sollicités, plus ou moins régulièrement sollicités par les médias, on se pose un petit peu la question de notre rôle dans l'espace médiatique. Quel est le rôle de la chercheuse ou du chercheur dans l'espace médiatique à l'heure où, vous l'avez dit, on a besoin d'identifier, Thomas David nous le disait en début d'après-midi, on a voulu aller à 4 à la radio, on nous a dit non, nous ne voulons qu'une seule personne, il y a une personnalisation du discours scientifique. Et je me demandais, en tant que journaliste, la personne du chercheur ou de la chercheuse, sa capacité narrative, à être clair, à vulgariser sans trahir le contenu scientifique, il nous semble peut-être que ça devient un levier extrêmement important pour vous, pour que vous nous sollicitiez. Moi
j'ai en tête cette idée qu'il y a des bons clients des médias et des bonnes clientes. C'est-à-dire qu'il y a des collègues, je ne les citerai pas ici, mais qui vont parler de tout le temps. Puis je me dis, mais c'est pas possible. Il a un avis sur tout. Et à l'époque, Boris Cyrulnik, parce qu'il est éloigné, donc je peux le citer, voilà, il parlait de tout le temps. Il est en psycho. Et on se demande si cette personnalisation, elle est importante pour vous et que pour accéder aux médias, vous avez besoin d'une personne avec une parole forte qui vient avec un langage engagé, qui n'a pas peur d'être confronté aux autres, au risque de perdre la nuance et la complexité. Moi, en tout cas, ma propre peur, chaque fois que j'en ai les médias, je me dis, pourvu qu'aucun collègue ne m'entende, parce que je vais simplifier les choses. Et après, je sonde un peu mes collègues en disant, j'ai pas dit trop de conneries, voilà. Donc, ouais, que pensez-vous de cette idée-là? Parce qu'on entend, Camille Etienne, authenticité. Ça veut dire quoi, authenticité? On doit se raconter, on doit... Alors, par rapport à la question bon client, ça, je peux vous assurer que c'est ce qui se dit. Ah, ok. C'est d'accord, Jonas. Telle ou telle personne est un bon client. Okay. Donc, c'est une expression que nous utilisons dans les rédactions tous les jours. Ou n'est pas un bon client. Ou n'est pas un bon client. Non, va pas vers lui, c'est pas un bon client. C'est pas un bon client. Non, mais ça, enfin, on va être totalement transparent. Après, il ne faut pas confondre vulgarisation et simplification. Il ne faut pas confondre authenticité et subjectivité exacerbée, entrailles sur la table. C'est pas ça qu'on recherche. Et là, il me semble que c'est un peu ou l'un ou l'autre. Moi, ce que je peux dire, c'est que quand je fais ce métier pour être au service du public, c'est vrai, je le redis encore une fois, la légitimité et la légitimation de mon travail, c'est le public. Donc moi, je fais des émissions pour le public. Et alors ça, je vous relance la pique. Combien de fois je fais des interviews d'universitaires ou de scientifiques où j'ai l'impression justement qu'il y a les collègues qui sont derrière l'épaule et qui surveillent ce que vous dites. Et ça nous est insupportable parce que c'est un manque de générosité par rapport au public. C'est une peur dont on n'a rien à faire, nous, parce que nous, ce qui compte, c'est le public. Après, évidemment, c'est à nous de faire le travail. Sur des versions courtes, moi je pense qu'on peut tout à fait parler du climat en 20 secondes sur le TJ ou dans quelque chose de plus long. Ça, je ne vois pas en quoi, a priori, ce ne serait pas possible. Mais voilà, pour nous, vraiment, ce qui compte, d'abord, c'est le public. C'est pas vos petits problèmes je vous le dis comme ça, mais oui, mes collègues vont m'entendre, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et ça, vous avez raison, parce que moi, on me l'a eu dit, et moi, je l'ai senti. On sent, quand on fait des interviews, on parle avec les gens, ils sont détendus, on allume la caméra, on ouvre le micro, et tout d'un coup, on sent, c'est pas juste le stress de parler, c'est tout d'un coup, on sait que, en fait, ceux qui les écoutent, c'est pas le tout public, c'est les collègues, c'est les chefs et tout ça. Oui, et il ne faut pas ridiculiser l'authenticité. Le scientifique n'est pas supérieur à l'humain. Vous n'êtes pas honteux dans votre dimension humaine et admirable dans votre dimension scientifique. Vous êtes en partie honteux dans votre dimension scientifique et vous êtes en partie admirable dans votre dimension humaine. Et donc nous, comme journalistes, on s'intéresse effectivement plus uniquement aux scientifiques. On s'intéresse aussi à l'humain. Et ça ne vous diminue pas, comme scientifique, d'avoir 2 enfants, d'aimer ceci ou d'avoir peur de cela. Et si ça vous diminue aux yeux des collègues, c'est qu'ils sont trop bêtes. C'est qu'ils ils voient pas dans quel monde on vit et ils n'arrivent pas à apprécier l'humain et le scientifique que vous êtes. Et effectivement, quand vous êtes assis dans une émission de radio ou dans une émission de TV, il se trouve qu'on ne parle pas que à la blouse blanche, que aux docteurs et aux professeurs, mais on s'adresse aux deux. Et en fait, vous existez dans les deux. Et on est plus honnête, nous, en tant que journalistes, à interroger l'humain derrière le scientifique qu'à interroger que le scientifique et oublier qu'il y a un humain et ses biais qui nous parlent aussi. Et donc, nous, on a envie d'interroger l'ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'on va vous poser des questions privées, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le scientifique, il est là, de manière un peu caricaturale, dans une émission de radio-télévision, il y a le témoin qui vit quelque chose et qui dit, lui, que l'humain, et il y a le scientifique qui dit quand même une parole qui est un petit peu différente. Autrement, on inverse les rôles et les gens ne comprennent plus rien.
Donc voilà, ce qu'on cherche, c'est à humaniser les choses, mais pourquoi pas, au fond, humaniser un peu, non? Peut-être juste une remarque un peu cynique. Pardon. Mais ça marche pas, pardon. Voilà, pardon. Oui, c'est peut-être un peu cynique, mais je pense qu'il y a aussi, on va reprendre l'exemple de Camille Etienne ou de Salomé Saké, si ces personnes sont très visibles, c'est aussi parce qu'évidemment, en les invitant, on veut pouvoir toucher leur propre audience. Et maintenant, ces gens ont eux-mêmes, parce qu'on sait qu'un des grands enjeux, c'est la diffusion. Il y a tellement de contenu qui va parler de notre contenu, et c'est aussi, donc évidemment, c'est un cercle vicieux ou pas, d'aller la voir, parce qu'ensuite, elle va partager, et donc beaucoup plus de gens vont entendre le sujet, etc. Donc, ces gens, il y a aussi un truc et pardon encore pour ce terme très laid, de personal branding, qu'ont certains chercheurs, chercheuses, qui reste quand même très important et qui fait que c'est peut-être des bons clients aussi. Et peut-être qu'une de leurs pourquoi ils ont réussi si bien, c'est peut-être qu'on en revient un petit peu à l'authenticité. C'est peut-être des gens qui ont laissé montrer une émotion, qui se montrent très passionnés. On sent que le sujet les tient à cœur et il y a moins cette distance académique qui maintenant peut sembler un peu décalée, en effet, parce que c'est cette... Oui, j'osais pas le dire, mais en effet, c'est cette. Mais peut-être même nous, dans nos temps longs, c'est aussi ce qui nous touche et ce qui fait que tout d'un coup, on se dit là, on a un excellent client. C'est l'historien qui nous dit oui, moi, j'ai fait ma thèse pendant 10 ans sur ce point de frontière franco-suisse et qui tout d'un coup nous dit parce que mon arrière-grand-père d'ailleurs était passeur. Bon bah là, voilà. Donc quand transparaît aussi, qu'est-ce qui a fait que la personne s'est passionnée pour ce sujet? Bon là, c'est la cerise sur le gâteau. Si je peux juste compléter pour être gentil cette fois. Vous parlez de Boris Cyrulnik, de la même manière qu'au bout d'un moment, les gens disent « Oh, l'environnement, on en a assez ». Certaines personnes, on en a aussi assez. Et au bout d'un moment, on voit bien, il y a des phénomènes de saturation en disant « Ah, t'as de nouveau invité Nantermo. Bon, c'est bon, on sait ce qu'il pense, on sait comme il est. » Voilà, c'était tout à fait objectif. Hein, y a pas. Et donc, moi, j'ai travaillé pour plusieurs émissions de télévision où aussi on avait un petit peu plus de moyens que certaines émissions de radio où ils doivent aller quand même très très vite. Mais en travaillant pour des émissions comme Faut pas croire, comme ABE, comme Mise au point, comme 36.9 aussi, où évidemment on fait appel à ce qu'on appelle les blouses blanches, c'est-à-dire vraiment des spécialistes. Certes, on a des bons clients qu'on va rechercher parfois, mais nous, on est très attentifs, notamment à la jeune génération, à des chercheuses ou des chercheurs qui sont des fois encore un peu dans leur, dans leur sujet et qui apportent quelque chose qu'on trouve aussi frais. Mais parfois, on a aussi ces gens-là qui nous disent « Oui, mais bon, moi, j'ai pas tout à fait terminé ma thèse, je peux pas m'exprimer. » Donc, il y a aussi des phénomènes un peu d'autocensure comme ça qui existent chez vous et qu'on déplore aussi parce que comme on est aussi au service de la parole, on est prêt aussi à accueillir pour des interviews qui restent quand même relativement courtes, des gens qui maîtrisent pas complètement leur sujet, mais qui apportent autre chose que, par exemple, les grandes stars qu'on a déjà entendues 1000 fois. On va ouvrir la parole à la discussion. Je voudrais juste dire que, cet échange me renvoie en tout cas à une réflexion sur notre culture académique. Parce que je me dis, quand vous dites, ah oui, vous avez vos collègues derrière l'épaule et puis vous êtes stressé ou quoi. Et c'est vrai qu'on baigne dans cette nécessité de se présenter de façon objective, etc., d'objectiver ce qu'on fait pour avoir l'air crédible. On a cette surspécialisation de nos champs de recherche il faut être hyper pointu, il faut être hyper précis si on veut être crédible. Et quelque part, c'est notre splendide isolement, puisque ça nous a en partie coupé du public. Ça nous a peut-être rendu effectivement un petit peu aussi pas très généreux, un petit peu à ce niveau-là. Donc j'entends bien. Je pense qu'on a notre part de responsabilité dans ces enjeux-là complètement. Alors on ouvre à la salle. Quelles sont vos questions, vos demandes le tips pour votre prochaine interview? Alors il y a là-bas et puis après Fabricio. Alors j'ai deux questions très différentes. Peut-être la première, la plus évidente pour moi, c'est celle que je poserai à Jonas. Quand on propose des projets, des financements, on est toujours
sollicité par le fait qu'il faut faire un plan de communication et un plan d'impact. Vous avez parlé du fait que en fait, c'est votre expérience qui vous permettait, même en amont, de mesurer quel allait être l'impact. Est-ce que vous vous basez uniquement sur un savoir-faire ou est-ce qu'il y a vraiment des mots-clés, des valeurs clés qu'il faudrait maîtriser pour pouvoir faire un plan d'impact ou une évaluation de l'impact? Puis la deuxième question, c'est plutôt justement pour Cyril Deprat et l'équipe de Chahut. Je suis très intéressée par cette question de la co-écriture, en fait. On a eu une formation sur l'histoire publique dans le cadre de l'école doctorale et on a eu droit à un contact avec Joséphine Métro qui a une propre, ce qu'on peut dire, boîte de communication. Elle-même, elle est historienne, formée à Fribourg. Elle a travaillé sur les enfants placés et les enfants adoptés du Sri Lanka. Elle parle de traduction et de l'importance que chaque acteur, finalement, témoin, producteur, personne ressource, ça peut être sociologue ou historien, travaillent ensemble en fait et écrivent ensemble le documentaire avec effectivement des compétences différentes. Thomas David nous a parlé de passeurs, qu'il se sentait comme passeur par rapport à ces séquences sur l'esclavage. Moi, je pense à Noiriel qui refuse cette image de l'expert, justement, et qui met en avant le fait que lui se sent comme un auxiliaire. Hein. Je pense à ses productions en théâtre, comme Le Clown Chocolat, qui a aussi fait l'objet d'un film, ou alors Le Massacre des Italiens à Aigues-Mortes. Donc j'aimerais bien vous entendre sur comment vous travaillez cette co-écriture. Merci. On prend deux questions. On prend deux questions, puis après. Oui. Oui, merci beaucoup pour toutes ces considérations très stimulantes. J'aimerais revenir à la question de la légitimité à l'aune de deux idées qui ont été formulées tout à l'heure par Cyril Deprat et Jean Schnetter, notamment la question de l'incarnation du propos et la question de l'impact. Si en tant que chercheur, j'incarne mon propos, je suis authentique, c'est que je suis non seulement en train de vous raconter ce que je fais, mais aussi pourquoi je le fais. Quels sont mes buts, quels sont mes objectifs. Si je fais une étude dans laquelle je mesure l'impact de mes recherches, j'étudie quel est l'impact d'une méthode pédagogique sur le développement des comportements pro-environnementaux des enfants. Eh bien, je suis en train de vous dire que mon objectif, c'est de voir une augmentation des comportements pro-environnementaux des enfants. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis transparent sur mes objectifs, sur mes buts, que ce soit dans ma recherche ou dans les raisons de m'engager dans une certaine recherche, je suis en train d'annoncer un petit peu mon agenda. Est-ce que je suis toujours crédible? Est-ce que je peux parler là-dedans aussi? Ah oui, mais pas trop près, j'imagine. Votre question me rappelle une étude que le SUV a menée sur l'effet du médecin qui dit « j'ai pas de réponse à cette question, mais je vais regarder ton compendium ». Et c'était encore à l'époque où il y a un compendium en papier, et donc le médecin prend compendium, il met sur le pupitre et il cherche avec le patient la réponse. Versus le médecin dit « un instant, j'ai une urgence », il va dans la pièce d'à côté, il ouvre compendium, il cherche le truc et il revient et il donne. En sachant qu'en général, le SUV est plutôt la pratique deuxième, c'est-à-dire je vais me cacher quand je sais pas et je reviens avec la réponse une fois que j'ai la réponse. Et qu'est-ce que ça fait dans la crédibilité que le patient a dans les recommandations du médecin, version A, version B. Et ils avaient découvert que la version A, je sais pas, je regarde avec vous, on a trouvé une réponse, fonctionnait mieux que la version B, je sais, un instant, voilà, je sais toujours. Et pour l'agenda, c'est la même chose. C'est-à-dire que
d'être transparent avec votre public et de dire c'est ça que j'ai envie de découvrir, mais j'adhère à des méthodes scientifiques qui font que j'essaye de contrer les biais que j'ai et que je vous ai annoncé, ça va augmenter la crédibilité, ça va pas diminuer la crédibilité. Ça va dans cette idée d'authenticité, qui est l'authenticité sur vos biais et sur vos méthodes. Et ça, c'est pas qu'on pense, c'est que on sait que ça augmente la confiance du public. Donc non, résolument, annoncez votre agenda et tout à votre honneur et va augmenter l'adhésion du public. Et puis juste sur la question qui m'était directement adressée, et après je passe le micro. Alors attention, déjà, moi je pratique aussi ces bailleurs de fonds scientifiques, notamment le SNF et sa mesure Agora. Et en général, ces fonds sont assez mal outillés pour évaluer la dimension communication de vos demandes, et encore plus la dimension impact de vos demandes. Donc, je peux vous donner un élément sur comment je ferais, mais comment eux vont le juger avec leur expertise, qui est assez peu sur la dimension communication, ça je peux pas en préjuger. Ce que je vois, c'est que quand on veut parler de l'impact d'une recherche, ou surtout de la communication d'une recherche, il faut déjà s'intéresser au public. Et beaucoup trop souvent, les chercheurs nous parlent du grand public, ou des citoyens, ou des consommateurs, consommatrices. Voilà. Toutes ces notions, ça veut absolument rien dire. Le grand public n'existe pas. Il existe de moins en moins. C'est une addition de niche. Donc voilà. Donc, à quel public en particulier vous voulez parler? Et ne préjugez pas que le fait de parler à ce public soit quelque chose de vertueux. Qu'est-ce que vous voulez changer auprès de ce public en lui parlant? Et rien qu'en identifiant ça, et ensuite de ça découle plein de décisions qui vont vous amener à utiliser certains types de médias consommés par ce public, certains types de vocabulaire acceptés par ce média et ce public, etc., etc. Là, on commence à avoir une vraie stratégie d'impact. Mais donc, quel public très précisément, et qu'est-ce que j'attends comme changement mesurable de ce public, quoi. Oui, sur la question de la co-création de contenu, comment est-ce qu'on travaille? Alors moi, je commence à travailler là-dessus, donc j'ai pas une réponse très complète et exhaustive par rapport à cette question. Moi, j'ai appelé le professeur Flamand Rose à Paris pour savoir comment il travaillait. En fait, si vous écoutez le podcast, c'est Olympe de G qui raconte l'histoire, qui fait les interviews. On entend qu'elle à l'antenne. Ce qu'elle m'a dit, c'est que au fond, ils l'avaient coécrit ensemble, c'est-à-dire les commentaires, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est données dans ce podcast aussi. Tout ça, c'est fait à quatre mains, ou en tout cas avec une supervision du professeur Flamand Rose, pour que toutes les informations qui sont données dans ce podcast soient absolument justes, exactes et irréprochables scientifiquement. Donc, au fond, dans l'histoire du sermon d'Augusta, elle est allée à la recherche de témoignages, elle a fait ses enregistrements, elle a construit son histoire, et puis l'écriture des commentaires a été faite à deux. Dans le cas de ce que on est en train de travailler avec Colin, c'est quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que j'ai expérimenté à d'autres occasions, mais c'était pas avec des chercheuses et des chercheurs, c'était avec des comédiens. Mais l'idée, c'est vraiment de partir ensemble. C'est un peu les Dupont, au fond. C'est vraiment ça. Mais on est aussi dans des domaines sur les imaginaires liés à la transition environnementale qui demandent quand même peut-être moins de précision que des choses scientifiques sur la grossophobie avec des chiffres et des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse en allant avec Colin, c'est de faire à deux. Comme je le disais, c'est sympa, c'est intéressant. C'est une dynamique aussi pour l'auditrice et l'auditeur qui est différente d'avoir quelqu'un qui porte tout seul le propos, comme je l'ai fait pour nos esclaves ou bien pour les sorcières. Ça donne ce côté reportage, on y va ensemble. Après, on travaille un petit peu sur notre posture, c'est-à-dire que moi, je reste journaliste, puis lui, il reste chercheur. Donc, il a des questions qu'il peut pas poser, puis moi, je peux pas faire semblant d'être l'expert. Mais ça, on y réfléchit, et on y travaille ensemble. Donc, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de choses qui sont préétablies. C'est vraiment dans la discussion et dans le travail du positionnement qui est très important pour le podcast, le positionnement des auteurs, que ces choses-là se réfléchissent. Bien rajouter quelque chose. On s'est retrouvé dans plusieurs cas de figure à travers Chahi Média, soit adapté, un rapport par exemple, celui qui avait été fait par le professeur Mohamedou Hérodonio à Genève autour du mémorial raciste et colonial.
Voilà, donc c'est un rapport qui est assez clinique. La ville l'avait mis en PDF. Personne n'allait lire un truc pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on passe par le récit. Ça nous mène à Pamela Wagniaco, t'as vu? On passe par le récit. Moi, je crois que chacun a son métier et qu'on va pas on s'invente pas scénariste, on s'invente pas historien amateur, etc. Et la raison pour laquelle il peut y avoir une collaboration, c'est parce que justement la frontière entre ces savoir-faire est équilibrée et très délimitée. Okay, et quand on vient nous voir, il n'est jamais question de co-écrire quelque chose. Genre, on va pas devenir co-scénariste sur une série, surtout pas avec un académique. Enfin, pour nous, c'est l'enfer, quoi. C'est pas possible. On a fait un autre bon exemple, c'est cette série qu'on avait fait autour des révolutionnaires russes en Suisse, 1850-1917, avec Corinne Macher, qui est la grande professeure d'histoire russe de l'Université de Genève. Et Corinne travaille sur ce sujet depuis 30 ans. Je veux dire, c'est sa vie, quoi. Elle rêve avec ce truc, elle le porte tout le temps. Alors, vous n'allez pas vous proposer une collaboration à base de coécrire. Donc, vous vous mettez au service d'eux. Donc, chaque collaboration va devenir différente. Il n'est pas question d'empiéter sur les plates-bandes de l'autre. En revanche, comme il s'agit d'une collaboration, on attend plutôt d'un chercheur qui nous dise, sinon d'une chercheuse, sinon moi, parle à tel ou tel. Et donc, on commence à agréger aussi un petit collectif qui va venir nourrir. Plutôt ce type de collaboration, il faut imaginer peut-être construire une maison et puis vous avez plusieurs corps de métier, ça revient vraiment strictement à ça. Et parfois, on va collaborer sur un point précis, une réécriture qui demande un petit peu plus de finesse, de nuance, qui ne passe pas par ChatGPT. Vous voyez ce type de truc? C'est ce qu'on fait plutôt. Mais à nouveau, on est dans un cas particulier de temps très long. Donc on a le temps de pinailler et d'être dans le détail. Comme on le sera en studio si vous enregistrez un album. C'est toute la différence entre vouloir enregistrer un tube immédiat et se dire non, il y aura 10 titres. Et puis on va être dans une cohérence et un récit et on se met à plusieurs pour ça. Et puis il y a des rôles qui sont prépondérants et puis il y a les petites mains derrière. Est-ce qu'il y a encore une dernière question avant d'aller boire un apéritif? Il y a l'occasion de discuter avec eux autour d'un apéritif. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu, d'avoir accepté l'invitation de notre vice-doyenne, Joëlle Darwish. C'était vraiment super intéressant de vous avoir, ça nous change. On s'en est pas trop mal sorti, je crois, dans votre rôle. Vous avez été très bon dans le rôle des scientifiques. Merci à vous toutes d'avoir assisté à cet après-midi. On vous souhaite une belle fin de journée, un excellent apéritif, et puis au plaisir de la journée de la recherche 2026. Voilà. Merci beaucoup.